Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Public Sénat. Cette semaine de rentrée parlementaire a réuni à Strasbourg les 720 nouveaux élus européens. Le temps fort était bien entendu la réélection d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne à 401 voix pour et 284 contre. C'était jeudi 18 juillet. La session a aussi décidé de la reconduction dans un fauteuil, cette fois, de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, la maltaise, et aussi de la distribution de tous les hauts postes de l'hémicycle. Alors nous en parlons tout de suite avec une opposante, j'ai envie de dire, à la majorité von der Leyen. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen, car la liste ALFI a remporté de nombreux sièges, 9 sièges, sur tous ceux que compte le groupe. On va commencer, si vous le voulez bien, par parler politique française, parce que c'est vrai que les Européens regardent du côté de la France. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? On a l'impression que cette France est devenue ingouvernable de leur point de vue. C'est vrai que là, de retour de Strasbourg, j'ai beaucoup de collègues au Parlement européen qui m'ont posé la question, mais attends, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Vous avez gagné les élections législatives, mais vous n'avez pas le droit de gouverner. Alors, il faut leur expliquer que on a une forme de monarque républicain, Emmanuel Macron, qui décide tout seul, qui fait ses petites combines, qui décide qu'il garde le gouvernement, mais qu'il est démissionnaire pour que ses ministres puissent aller voter à l'Assemblée nationale et puissent faire élire avec, au gré de quelques combines politiciennes, sa candidate à la présidence de l'Assemblée nationale, à savoir Yaël Braun-Pivet, qui vient d'être élue et qui l'a été avec le soutien de la droite, le soutien de ces ministres démissionnaires-là, qui posent une question fondamentale de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et au final, le sentiment que ça donne, c'est de s'être fait voler l'élection. Je veux dire, les Françaises et les Français ont voté à 3 reprises pour défaire Emmanuel Macron, lors des élections européennes et lors des 2 tours des élections législatives. Et ils se réveillent 1 mois plus tard, ils ont le même gouvernement et ils ont une présidente de l'Assemblée nationale qui est macroniste, alors que les Français n'en veulent plus. Mais les Français reprochent aussi au nouveau Front populaire, finalement, de n'avoir pas accouché d'un candidat Premier ministre. Écoutez, le fait que le nouveau Front populaire doive s'accorder sur un Premier ministre, c'est une évidence. Mais n'enlevons pas à Emmanuel Macron la responsabilité de vouloir balayer d'un revers de la main, effacer le résultat du scrutin. Elle est très claire, la volonté d'Emmanuel Macron, et en cela, il est en train de nous confisquer, de nous voler l'élection. C'est un coup de force antidémocratique sans précédent qui doit réveiller aujourd'hui pas seulement les électrices et les électeurs du nouveau Front populaire, mais tous les démocrates de ce pays qui sont attachés à ce que la voix qu'on exprime dans les urnes parle et soit suivie des faits. Sinon, à quoi bon aller voter? On va aller dire aux gens allez voter, mais si vous mettez une formation politique en tête, elle n'a pas le droit de gouverner. Alors, il n'y a pas de majorité absolue pour cette formation politique en tête. Pour les autres non plus, d'ailleurs. Majorité relative, mais on n'arrive pas à apprendre assez, en vitesse express de nos voisins, justement, l'art de la coalition. Apparemment, aucun de ces 3 blocs ne veut s'allier à l'un des autres. Écoutez, c'est difficile à imaginer que le nouveau Front populaire gouverne avec les macronistes que nous avons combattus ces dernières années, notamment contre la réforme des retraites qui a forcé les Françaises et les Français à travailler 2 ans de plus, contre tout le projet de malheur social, les coupes budgétaires dans les services publics, etc. Et il est aussi tout aussi inenvisageable, évidemment, que l'on gouverne avec l'extrême droite, raciste, xénophobe, qui vise à diviser le pays en fonction de l'origine, la couleur de peau, la religion. Bon, on va continuer sur la France ingouvernable pour l'instant. Mais donc, vous voyez que, évidemment, que nous ne gouvernerons pas avec les macronistes et avec l'extrême droite. Il n'en demeure pas moins que non seulement nous sommes arrivés en tête, mais que lors des 2 dernières années, les macronistes n'avaient pas non plus de majorité absolue et que pour autant, ils ont formé un gouvernement. Donc c'est désormais la responsabilité d'Emmanuel Macron d'appeler les responsables politiques du nouveau Front populaire et de revenir à la raison plutôt que de passer en force comme il le fait. Alors parlons de l'échelon européen aussi, parce qu'il y avait une autre élection cette semaine très importante, celle d'Ursula von der Leyen, candidate à sa réélection et qui devait obtenir pour cela 361 voix sur 720 sièges. Elle les a largement, 40 voix d'avance, mais pas avec les vôtres, en l'occurrence Manon Aubry. Vous étiez contre ce deuxième mandat.
Oui, l'ensemble de mon groupe de la gauche au Parlement européen a voté contre la reconduction d'Ursula von der Leyen, dont le bilan finalement parle pour elle-même. Qu'a fait Ursula von der Leyen ces 5 dernières années ? Elle a réimposé l'austérité budgétaire qui se traduit par des coupes sans précédent dans nos services publics et notre protection sociale. C'est dans le cas de la France plus de 25 milliards d'euros alors qu'une procédure pour déficit excessif vient d'être lancée par l'Union européenne. Ce sont des accords de libre-échange signés à tour de bras qui sacrifient notre agriculture, notre industrie à la concurrence déloyale internationale. C'est un 2 poids 2 mesures sur la scène internationale avec d'un côté la défense à raison du peuple ukrainien, mais de l'autre un soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou pour commettre un massacre dans la bande de Gaza. Elle a été plus claire. Elle a dit qu'il fallait mettre un terme au bain de sang dans la bande de Gaza et un cessez-le-feu. Sans nous dire comment. Et à aucun moment Ursula von der Leyen n'a pris les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, un embargo sur l'envoi d'armes et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Alors qu'elle n'hésite pas une seconde à prendre des sanctions, là aussi, à raison, contre le régime russe. Donc vous voyez, ce 2 poids 2 mesures, il est insupportable. Vous avez plutôt mis en avant l'affaire des SMS aussi avec Pfizer. Alors, précisons ce qu'il en est. La Cour européenne de justice de l'Union européenne a estimé mercredi que la Commission européenne avait tort de restreindre l'accès public à des clauses d'achat des vaccins et en particulier ça concerne l'échange de SMS avec le patron de Pfizer, d'Ursula von der Leyen elle-même. Au moment où l'Union européenne a signé des contrats historiques de par le volume financier qui était impliqué d'argent public avec des laboratoires pharmaceutiques, quand nous avons demandé l'accès public à ces contrats, on se souvient tous, on a eu des documents qui étaient largement barrés en noir et donc l'information n'était pas publique. Et la Cour de justice européenne, à juste titre, demande des comptes à la présidente de la Commission européenne et a jugé que la non-divulgation de ces contrats était contraire au droit européen. Et en cela, je l'ai dit très clairement, la place d'Ursula von der Leyen n'aurait pas dû être à cet instant devant les députés européens à se présenter, puisqu'elle venait tout juste la veille d'être pointée du doigt par la Cour de justice européenne. Et ça dit quelque chose de manière plus large de cette opacité qui gangrène les institutions européennes, qui mine la démocratie européenne. Parce que y compris le Parlement européen, on a envie de dire qu'il, lui, n'a pas fait complètement sa révolution sur une autorité indépendante. Il y a eu le Qatargate, on a vu qu'il y avait des lobbyistes un peu partout qui essayaient d'influencer les députés et il n'y a pas d'autorité indépendante. On n'est pas allé jusqu'au bout. On a réussi à obtenir à l'arraché une autorité éthique indépendante à la fin du mandat qui, pour être honnête, n'a d'autorité d'éthique et d'indépendance que le nom. Et oui, vous avez raison, le Parlement européen n'a pas tiré tous les enseignements du plus gros scandale de corruption de l'histoire des institutions européennes, qui est le Qatargate, où des députés européens avaient été pris la main dans le sac avec des valises de billets qui venaient du Qatar pour influencer les règles européennes et notamment l'adoption de régulations qui concernaient le Qatar. C'était un scandale démocratique après lequel tous les députés sont venus la main sur le cœur dans l'hémicycle du Parlement européen en disant plus rien ne sera jamais comme avant. Et la vérité, c'est que tout est encore comme avant. Et que notamment, alors que a commencé ce mandat, j'ai rempli les obligations qui pèsent sur nous en matière de transparence. Et par exemple, nous devons remplir si nous touchons des rémunérations annexes. Je n'en ai aucune. Je ne touche aucun euro en plus de mon indemnité d'élu. Mais on devrait les interdire. Comment se fait-il que dans le Parlement européen, il y a un député sur 4 qui touche de l'argent qui vient de lobbies, d'États, de plein de sources différentes, en plus de ces indemnités d'élus, alors qu'elles sont déjà extrêmement confortables. Et on peut se poser une question légitime. À qui ces élus rendent-ils des comptes ? Est-ce qu'ils rendent des comptes à ceux qui les ont élus, c'est-à-dire aux citoyens, ou est-ce qu'ils rendent des comptes à ceux qui les payent, aux entreprises et aux lobbies ? La présidente de la Commission européenne, elle a été plutôt claire quand même sur le voyage de Viktor Orban en direction de la Russie. Après l'Ukraine, il est allé voir Vladimir Poutine et même il est allé à Pékin, serrer la main effectivement aux dirigeants chinois aussi, qui ont été non validés par l'Union européenne. Les institutions voudraient boycotter, d'un certain point de vue, certains sommets, en particulier informels, qui se dérouleront en Hongrie. Est-ce que ça vous paraît important, crucial ? Comment vous voyez les choses par rapport à un Viktor Orban qui est partout à l'occasion de cette présidence tournante de l'Union européenne dont il a décidé de faire une tribune permanente ?
Il est évident que la présidence de l'Union européenne, de la part d'un gouvernement qui remet en cause l'état de droit, nos libertés fondamentales, l'indépendance de la justice, les droits des femmes qui doivent être, au-delà des désaccords politiques, le ciment de l'Union européenne, pose une question. Parce que on voit déjà dans ses premiers jours de présidence de l'Union européenne de la part de Viktor Orban qu'il instrumentalise sa présidence pour servir son projet d'extrême droite, qui est en beaucoup de points similaire à celui de Jordan Bardella en France, puisqu'il siège désormais dans le même groupe au Parlement européen. Ça doit nous interroger collectivement sur la stratégie de résistance aussi contre l'extrême droite. Je le dis parce que je vois la tentation d'un certain nombre de groupes politiques à petit déplacer le curseur politique de plus en plus vers la droite. Mais je veux leur lancer l'alerte. Au Parlement européen, typiquement, Exactement. Le groupe des conservateurs et réformistes obtient 2 vice-présidences, beaucoup de postes. On considère que donc, les petits soldats de Giorgia Meloni ne sont pas de la droite la plus radicale, puisque, enfin, pour le coup, sur l'Ukraine, ils sont alignés effectivement sur le soutien à l'Ukraine, mais pas sur le reste. Les petits soldats d'Éric Zemmour aussi, si on veut prendre la liste de celles et ceux qui, pour moi, ne sont pas dans le champ de la République, ne sont pas dans le champ des libertés fondamentales et de l'état de droit. Et nous ne pouvons pas les traiter comme nous traitons des désaccords politiques avec l'ensemble des groupes politiques. Et c'est là où je veux lancer l'alerte de manière assez solennelle, parce que je vois la tentation de la droite, mais aussi d'une partie des libéraux, et même parfois de la gauche, à vouloir finalement se dire que, bon, ce sont des opposants politiques comme les autres et que on doit les traiter comme les autres. Et petit à petit, vous déplacez le curseur politique. On l'a vu sur les questions migratoires lors du dernier mandat avec ce pacte asile-immigration de la honte qui a fait de ce que devrait être l'Europe de la solidarité, en réalité une Europe des barbelés. Eh bien, à chaque fois qu'on laisse même une once de terrain, ce tout petit bout d'ongle à l'extrême droite, eh bien l'extrême droite continue de progresser. Et la leçon aussi des élections politiques en France, des élections législatives, que ce n'est que par la gauche, ferme sur ses valeurs, ferme sur ses appuis, ferme sur son ambition en matière écologique et sociale, que l'on peut regagner contre l'extrême droite. Et cette leçon qui vient de la France, je crois que toute l'Union européenne doit la prendre. Alors, vous parlez de la gauche ferme sur ses valeurs. Vous avez constitué et vous donc co-dirigez avec un Allemand le groupe La Gauche de 46 députés, dont 8 du mouvement 5 étoiles. Alors, ils sont en observation parce que le mouvement 5 étoiles vient justement de l'extrême droite à traverser le spectre politique. C'est quand même un mouvement anti-système, d'accord, mais est-ce qu'ils sont vraiment le même ADN que vous? Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas un mouvement qui vient de l'extrême droite, c'est un mouvement qui a fait des coalitions que j'ai combattues. Et je pense que ce n'est pas c'est un nouveau mouvement 5 étoiles auquel nous assistons et qui se place dans le cadre d'une reconstruction de la gauche en Italie, notamment avec nos collègues de Sinistra Italiana, puisque ce ne sont pas les seuls élus de gauche italienne que nous avons dans notre groupe. Nous avons 2 élus de Sinistra Italiana qui sont eux-mêmes en coalition avec les Verts en Italie, qui a fait une forte percée aux dernières élections et qui, avec leur orientation et leur rôle de leadership, ont considéré que le mouvement 5 étoiles pouvaient appartenir à notre famille politique. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues avec eux sur leur opposition ferme et résolue évidemment à la coalition d'Ursula von der Leyen, mais aussi l'opposition aux règles d'austérité budgétaire, opposition aux accords de libre-échange, bref, tout ce qui fait le ciment politique de notre groupe et que je mentionnais. Pour autant, nous avons considéré qu'il nous fallait une étape intermédiaire, raison pour laquelle nous avons cette période d'observation pendant les 6 mois qui viennent, qui nous permet d'apprendre à cheminer collectivement. Mais je pense que nous avons une responsabilité, avec mon groupe de la gauche, de reconstruire un chemin pour la gauche à l'heure où on voit que les Verts se sont cassés la gueule partout en Europe, que la social-démocratie hésite dans sa relation au libéralisme économique. Et donc, il en va de notre responsabilité à réouvrir un chemin d'une gauche de rupture partout en Europe. Et nous faisons la démonstration dans un certain nombre d'États d'Europe qu'à travers ce chemin, c'est celui qui nous permettra, je l'espère, demain de gagner. Je pense à mes collègues en Finlande, où le modèle finlandais se passe dans pas mal d'États européens. Vous avez la social-démocratie qui gouverne, qui, comme très souvent, déçoit les peuples européens et qui laisse place à une coalition de la droite et l'extrême droite, et qui, après cela,
en réalité, laisse place à une reconstruction de la gauche sur une base de gauche de rupture. Et je veux saluer mes collègues de la gauche finlandaise qui siègent dans mon groupe et qui ont fait une grande percée aux élections européennes avec près de 20% des voix, qui sont désormais le deuxième parti en Finlande et qui demain, je l'espère, aux prochaines élections nationales, seront en capacité de former un gouvernement et de montrer que oui, la gauche peut tenir tête, ferme sur ses valeurs, mais aussi peut gouverner. Alors parlons de valeurs justement. Il y a eu au Parlement européen une résolution de soutien à l'Ukraine votée à 495 voix pour 137 contre, dont justement contre il y avait le Rassemblement national, mais vous avez voté pour, Manon Aubry. Donc on poursuit le soutien à l'Ukraine. Dans quelles conditions? Parce que il y a eu en même temps un attentat, ça ne vous a pas échappé, du côté des États-Unis, qui semble placer Donald Trump en très bonne position pour une réélection. Nous avons voté avec ma délégation ce texte de soutien à l'Ukraine parce qu'il nous semblait important d'envoyer un signal en ce début de mandature de soutien ferme et résolu au peuple ukrainien qui lutte contre l'envahisseur russe, et ce d'autant plus après l'attentat et l'attaque qu'il y a eu contre un hôpital pas plus tard que la semaine dernière. Pour autant, j'en appelle à la vigilance parce que j'avais des réserves néanmoins sur ce texte. Je ne pense pas que, par exemple, une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne va régler le problème ni pour l'Ukraine ni pour l'Union européenne. Je ne pense pas non plus qu'une escalade militaire sera la solution pour l'Ukraine. Je crois, et c'est le sens des amendements que nous avions déposés dans le cadre de ce texte, à la fois pour annuler la dette de l'Ukraine et les aider financièrement, mais aussi pour ouvrir un chemin de négociation diplomatique. Je crois que c'est la voie à suivre. Je regrette que ces amendements n'aient pas été adoptés. Mais en responsabilité, nous avons quand même pris la décision de voter cette résolution, tout en pointant aussi un deux poids, deux mesures dans l'application du droit international de la part de l'Union européenne. Nous avons demandé un débat avec mon groupe sur la situation à Gaza, qui a été refusé par une coalition qui va des libéraux à l'extrême droite, qui, je ne sais pas si ça préfigure la coalition qui va de fait gouverner le Parlement européen demain, mais qui est extrêmement choquante. Une vie palestinienne vaut tellement qu'une vie ukrainienne pour l'Union européenne. Merci Manon Aubry d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes, sur France 24 pour plus d'informations.